C'est bon. Alors, on va commencer. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la salle municipale de la Maison Lafitte. Aujourd'hui, c'est la bibliothèque qui l'occupe pour une nouvelle conférence avec Vera Nikolski, qu'on remercie très chaleureusement de sa présence parmi nous. Je vais vous présenter assez brièvement. Donc, Vera Nikolski, vous êtes normalienne, docteur en sciences politiques avec une thèse consacrée à des courants politiques un peu marginaux en Russie, le national-bolchevisme et le racisme. Vous êtes fonctionnaire à l'Assemblée nationale et depuis peu essayiste, puisque vous avez écrit un livre passionnant qui s'appelle Féminicène, que j'ai ici, et que vous pourrez acheter auprès de notre libraire partenaire Les Chemins du Livre à la fin de la conférence. Il n'est pas encore là, mais il va arriver. Donc Féminicène a été publié en 2023 aux éditions Fayard. Vous l'avez sous-titré en 2022, je crois. Enfin, le 2022. Donc c'est un essai très stimulant intellectuellement et parfois, souvent, assez provocateur, ce qui donne évidemment du sel à sa lecture, une lecture extrêmement agréable. Très stimulant intellectuellement dans la mesure où il prend le contre-pied et critique de nombreuses idées reçues ayant trait à la condition des femmes dans le temps, à la fois le temps très long, mais aussi dans un temps plus actuel, plus récent, en essayant de montrer les points d'intensité et de bouleversement de cette histoire, qui ne sont pas toujours ceux que l'on retient. Il remonte en effet à la préhistoire, mais s'attache surtout à analyser ces conditions féminines depuis l'ère de la révolution industrielle, c'est-à-dire grosso modo depuis le début du XIXe siècle, période où l'être humain trouve un levier radical de maîtrise et de domination sur la nature. C'est ce qu'on appelle l'anthropocène. On pourrait dire de quoi il s'agit pour ceux qui ne sont pas très au courant de ce terme, disons. Et en cela, il poursuit le travail entrepris par le célèbre démographe et anthropologue Emmanuel Todd, qui a, à travers notamment son livre récent qui s'appelle « Où en sont-elles ? Une esquisse de l'histoire des femmes », dont vous vous inspirez dans une certaine mesure, en tout cas, que vous reprenez dans ces aspects les plus faibles, enfin, vous le complétez, qui est une sorte, et ce livre est une sorte de point de départ à votre réflexion. Féminicène est également inspiré dans sa deuxième partie par les travaux de l'ingénieur désormais assez célèbre Jean-Marc Jancovici, célèbre pour de nombreuses conférences filmées et diffusées sur Internet. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui l'ont regardé, qui l'a pu prononcer, ainsi que pour la BD qu'on a en plusieurs exemplaires à la bibliothèque, la scénarisée, qui s'appelle Le Monde sans fin, qui est un gros succès de librairie et un succès public donc, et qui a l'originalité d'être un genre d'écologiste assez particulier, puisque très favorable au développement de l'énergie nucléaire, alors que le mouvement écologiste s'est largement constitué, en France en tout cas, sur le consensus d'une hostilité au développement de cette énergie. C'est aussi l'un des points saillants de votre livre, d'être à la fois conscient, très conscient, même, on aura l'occasion de parler assez largement des menaces écologiques, et de plaider en faveur de la recherche de solutions de résorption ou d'absorption, puisque vous ne croyez pas quelque chose qui ne pourrait pas lier entièrement, donc des solutions technoscientifiques. Enfin, il y a un aspect assez politique dans cet essai qui constitue la troisième partie du livre, puisque vous plaidez pour une nouvelle orientation des revendications féministes, mais on ne va pas tout dévoiler tout de suite, évidemment. Donc, merci à toutes et à tous d'être présents. Merci encore une fois à Vera Nikolski. La configuration de la conférence sera à peu près toujours la même, environ 1 heure, 1 heure et quart de discussion entre notre invité et moi-même. Puis les questions du public, vous pourrez vous exprimer tout à fait librement. Et ensuite, la vente du livre par le libraire qui arrivera en fin de conférence et peut vous faire signer le livre par notre ami Vera Nikolski. Voilà. Est-ce que la présentation vous convient ? Est-ce que vous pouvez ajouter quelque chose ? Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation, qui a été très précoce, puisqu'elle est arrivée très rapidement après la sortie de mon livre. Je me suis dit, waouh, on m'invite en mois de juin pour le mois de février de l'année prochaine.
c'était très inattendu et voilà, ce moment est arrivé et c'est très bien. Oui, c'est une présentation qui me plaît bien. Tout à fait, peut-être un mot sur l'aspect provocateur. Vous avez employé le mot provocateur. Je ne trouve pas moi-même mon livre provocateur. Il y a quelques pages qui sont peut-être un peu piquantes à la fin, parce qu'effectivement je formule un certain nombre de critiques. Voilà, il y a peut-être quelques traits d'ironie vraiment à la fin dans le dernier chapitre, mais globalement c'est pas du tout un livre écrit dans un esprit polémique ou de provocation, c'est plutôt au contraire un essai d'une réflexion qui se veut rationnelle et objective sur la question. Donc voilà, la provocation ne fait pas partie des ambitions premières du livre. Alors, une première question, comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre, qui est donc au carrefour de l'histoire des femmes, de la prospective écologique et du manifeste politique? Est-ce que c'est un sujet, ou plutôt des sujets qui vous intéressent depuis longtemps? Est-ce que ça vous a pris spontanément? Oui, alors, ce sont des sujets qui m'intéressent depuis longtemps. En tout cas, le sujet de la crise écologique, de la crise des ressources, sont des sujets qui m'intéressent depuis un bon nombre d'années. J'ai fait partie, je pense, des tout premiers lecteurs de Jean-Marc Jancovici au moment où il a commencé à sortir ses premiers livres. Il était connu d'absolument personne. C'est un peu par hasard que je suis tombée dessus, Le plein s'il vous plaît, etc., dans les années 2000. Le rapport du Club de Rome aussi, le rapport Meadows, que j'avais lu en vertu de mes propres intérêts personnels très tôt. Donc ce sont des sujets, oui, auxquels je pense que je me suis intéressée un peu avant qu'ils ne deviennent complètement mainstream. Aujourd'hui, tout le monde s'intéresse à ça. C'est vraiment des sujets qui sont débattus très largement dans le débat public. Au début des années 2000, c'était un peu plus marginal, mais c'est vrai que je m'y suis beaucoup intéressée. Peut-être que ma trajectoire personnelle n'est pas étrangère à cet intérêt. Je suis née en Union soviétique. J'ai passé mon enfance en Union soviétique avant d'arriver en France avec mes parents en 1991. Et c'est vrai que j'ai été témoin en tant qu'enfant de la désintégration d'un système non seulement politique mais aussi économique et de tout un ordre matériel qui s'est progressivement et très rapidement décomposé sous nos yeux, ébahi. On est passé d'une société assez stable et à une société d'abondance, mais une société de suffisance, disons, à une société de déficit de tout et de manque de tout. Et c'est vrai que c'est un souvenir qui explique certainement de ma part un certain intérêt pour les processus de décomposition et de crise possibles et disons la conscience de la grande fragilité des conditions de vie ou des désordres qui nous semblent bien établis et bien stables. On n'imagine pas forcément autre chose quand on vit dedans de la naissance à la mort, et c'est vrai que quand on a vu autre chose et qu'on a vu notamment des processus d'effondrement, on est certainement plus attentif à ce genre d'aspect. On n'a pas de barrière, disons, qui vous empêche de considérer ce type de scénario. D'ailleurs, ça me rappelle un très bon documentaire que j'ai vu il y a 1 ou 2 ans. C'était sur Arte. C'est un documentaire produit par un réalisateur franco-russe qui s'appelle Retour à l'âge de glace, l'hypothèse de Zimov. Je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous... voilà. C'est un documentaire sur un scientifique climatologue soviétique puis russe qui s'intéresse à ces questions de changement climatique et qui dit dans le documentaire, qui explique que son intérêt, sa vision, lui, il est carrément apocalyptique, mais lui, il est complètement effondriste, que sa vision est entre autres motivée par son souvenir, son expérience de l'effondrement de l'Union soviétique, où ils ont été complètement oubliés dans le Grand Nord, sans aucun lien avec le monde extérieur, un peu comme dans les films catastrophes. Donc, ce qui explique un peu que c'est des choses aussi qui lui est assez facile de se représenter. Bon, moi, je ne suis pas du tout aussi touchée que lui, mais peut-être que ça a pu jouer. Et puis, l'autre versant du livre, essentiel, le centre du livre, l'histoire de l'émancipation des femmes et leur avenir, c'est un sujet qui est beaucoup débattu. C'est vraiment l'un des sujets au centre de toutes les polémiques aujourd'hui. On ne peut pas écouter les informations ou lire un magazine sans tomber sur quelque chose qui est lié à ce sujet, soit le sujet concernant les mouvements féministes, soit des actualités liées à l'égalité entre les hommes et les femmes, etc. En politique aussi, toutes les villes, tous les pays évidemment ont des secrétariats d'État ou des adjoints, des responsables à l'égalité, etc. Donc ce sont des questions qui sont très discutées, il y a beaucoup d'essais qui s'écrivent sur le sujet, et j'ai toujours été un peu insatisfaite par la manière dont le sujet est traité dans le gros de ces approches, tant politiques qu'intellectuelles, et de cette insatisfaction et du lien que j'établis entre la question des femmes et la question des conditions de vie, et
né le projet de ce livre. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Votre livre s'appelle Féminicène. C'est vrai que ce n'est pas forcément un titre très parlant. D'abord, est-ce que c'est vous qui avez eu l'idée de ce titre? Et deuxièmement, de quoi est-ce qu'il s'agit précisément? Oui, c'est moi qui ai eu l'idée de ce titre. C'est un néologisme, Féminicène, qui est formé lui-même sur un autre néologisme, mais lui un peu plus établi, donc ça commence à être un terme accepté, si on est plus un néologisme nouveau que tout le monde connaît, c'est le terme d'anthropocène. J'imagine que vous êtes tous familiers avec ce concept. Oui, concept, bien sûr. Concept qui a été proposé par un climatologue à la base, Paul Crutzen, et puis qui ensuite a très rapidement été utilisé non seulement dans le milieu des études du climat, mais aussi de géologie, et très rapidement dans le champ des sciences sociales, de l'histoire, etc. Parce que c'est un concept très commode. Alors, anthropocène, néologisme, formé sur la même base, enfin, de la même manière que d'autres mots qui désignent des âges géologiques, des ères, Holocène, Pléistocène, etc. Donc, anthropocène, l'ère des hommes, de l'humanité, des hommes avec un grand H, qui désigne cette période où l'humanité a commencé à marquer son environnement avec une empreinte démultipliée, c'est-à-dire la période où on peut voir concrètement des effets de l'activité humaine sur les sédiments, sur notre planète. Alors il n'y a pas consensus concernant les limites temporelles de l'anthropocène, à quel moment il faut le faire commencer. Les climatologues, les géologues ne sont pas tous d'accord. Mais en attendant qu'ils se mettent d'accord, pour les historiens, pour les spécialistes des sciences sociales, la date sur laquelle en général les gens se mettent d'accord, c'est la révolution industrielle. C'est celle qui est la plus marquante, peut-être la plus signifiante, parce qu'elle est la plus signifiante du point de vue de nos conditions de vie. C'est à partir de la révolution industrielle que les conditions de vie dans nos sociétés occidentales ont commencé à changer de façon radicale et très rapide. Et qui a fait qu'aujourd'hui, nous vivons dans un environnement matériel qui n'a plus rien à voir avec l'environnement matériel, le monde matériel dans lequel vivaient nos ancêtres il y a à peine 7 ou 8 générations. Il y a 150, il y a 200 ans. C'est-à-dire que toute notre vie matérielle se passe dans d'autres conditions. On ne fait pas les mêmes gestes, on n'a pas les mêmes préoccupations, on n'a pas les mêmes activités que les gens qui vivaient il y a 200 ans. Et donc moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui est au centre de mon livre. Alors pourquoi féminicène? C'est parce que le terme d'anthropocène, donc il est beaucoup utilisé, il y a des études de l'anthropocène, etc., on en parle beaucoup, mais c'est un terme assez général. Anthropos, qu'est-ce que c'est l'humanité? L'humanité, c'est très vague. Il y a beaucoup d'historiens, notamment de sociologues, qui ne sont pas très satisfaits de ce terme parce qu'il engloberait des populations qui n'ont rien à voir. Par exemple, si on parle de l'empreinte de l'humanité sur la nature, l'effet sur l'environnement, la dégradation, etc., ce ne sont pas tous les hommes, tous les êtres humains qui sont également responsables. Donc il y en a qui proposent de préciser ce terme. Par exemple, il faudrait parler plutôt de capitalocène, c'est aussi un terme qui est beaucoup utilisé, ou de thanatocène, parce qu'il y a une destruction thanatos, une destruction des ressources de la nature, etc. Etc., etc. Plusieurs récits comme ça, plusieurs vocables qui sont formés à partir de ce néologisme. Et ce qui m'a étonné, disons, c'est qu'il y a une particularité de cette époque qui est totalement propre à notre époque à nous, qui n'a pas été notée et qui, moi, me semble intéressante, c'est que l'anthropocène, c'est aussi le premier moment de l'histoire humaine où les femmes, en Occident en tout cas, dans la sphère occidentale, accèdent à un degré d'autonomie de façon durable qui est incomparable avec celui des stades historiques précédents. Donc il y a quelque chose qui s'est passé à cette époque-là qui a permis ce changement du statut des femmes, et c'est ça qui m'intéresse. Donc l'anthropocène est aussi un féminicène, le premier âge qui permet cette nouvelle égalité entre les hommes et les femmes, et c'est ça que j'explore dans le livre. Alors votre livre se présente, entre autres choses, comme une sorte de contre-histoire de la condition des femmes du discours féministe. C'est pour ça que j'avais utilisé le mot peut-être un peu trop fort, provocateur. Quelles sont, selon vous, quelles sont les principales idées reçues que vous avez souhaité, sans doute, quand même, remettre en ordre? J'ai quand même cette impression à la lecture. Oui, exactement. Il n'est pas provocateur parce qu'il partirait d'une volonté de provocation. Il peut apparaître comme provocateur parce qu'effectivement, il s'oppose un peu au récit habituel qui est proposé de l'histoire d'émancipation des femmes. Et il s'y oppose avant tout parce que ce récit qu'on entend le plus souvent, qu'on lit dans les livres d'histoire, qu'on vous enseigne à l'école, que vous allez entendre de n'importe quel journaliste, etc., dans n'importe quel article consacré à l'histoire de l'émancipation des femmes,
c'est l'idée que cette émancipation, elle possède avant tout des idées, justement, des idées progressistes qui auraient gagné sur des idéologies plus conservatrices, plus traditionnelles qui prévalaient auparavant. Et puis l'idée aussi que cette émancipation est beaucoup due aux luttes qui ont été menées, des luttes de femmes, des luttes féministes ou proto-féministes. Donc les femmes se seraient mobilisées parce qu'elles ne bénéficiaient pas des mêmes droits, et à la suite de ces mobilisations, on leur aurait accordé des droits nouveaux. Alors ce n'est pas un récit faux, mais c'est un récit qui est incomplet, à mon sens, parce qu'il ne s'intéresse qu'au versant idéal, au versant idéaliste, on peut dire, des choses. Les idées toutes seules ne sont pas toujours une force suffisante pour changer les choses. Il suffit de regarder comment ça se passe quand vous avez des idées des uns et des autres qui s'affrontent dans l'espace public. Ce n'est pas parce qu'il y a une belle idée qu'elle triomphe. Ce n'est pas parce que les gens luttent que la lutte est couronnée de succès. On en a des exemples tous les jours. Donc il faut aussi des conditions qui permettent à des idées déjà d'apparaître, d'être formulées. Pourquoi est-ce que ces idées commencent à être formulées à un certain moment de l'histoire? Et puis ensuite d'être fructueuses, de porter des fruits. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ces idées arrivent à s'imposer sans que, du côté des mobilisations féminines, il y ait eu usage, on va dire, des grands moyens. Je ne sais pas, la violence, le blocage, des grèves, des choses qu'on associe, des moyens d'action qu'on associe en général à des luttes. Quand on pense aux luttes sociales, on va penser à des grandes grèves qui vont paralyser le pays, et encore, ça ne marche pas toujours, mais parfois ça peut marcher, des très grandes grèves, le Front populaire, etc., c'est des souvenirs qu'on a. Ça donne ensuite un patronat qui négocie et des droits sociaux qui sont accordés. Des luttes armées, par exemple, des luttes de libération nationale. Vous pouvez avoir un pays qui est occupé par un autre, qui est colonisé, et puis qui se mobilise, qui prend les armes, en fait, et concrètement, il inflige des défaites militaires aux colons ou à l'envahisseur, qui ensuite soit va être mis en échec, soit va négocier parce que eh bien, le calcul coût-avantage fait qu'il est plus prudent de se retirer. Ici, il n'y a rien de tel. Il y a des mobilisations, mais ce sont des mobilisations qui, jusqu'au XXe siècle, et même jusqu'au milieu du XXe siècle, restent très limitées. Ce sont des limitations modestes, de petite ampleur, souvent locales. Donc, à vrai dire, le mécanisme qui explique comment, en si peu de temps, à l'échelle de l'histoire, bien sûr, pas à l'échelle d'une vie, à l'échelle d'une vie c'est long, mais à l'échelle historique c'est très court, si on compare ça à tout le reste de l'histoire humaine, qu'est-ce qui fait que ces luttes, ces idées aient pu remporter des victoires aussi décisives, sans emploi de moyens de grande ampleur? Ça reste un peu mystérieux. Donc il y a une espèce de mystère. À mon sens, c'est un peu un mystère. Ça m'a toujours paru un peu comme un mystère. Et c'est toujours très bien un mystère, enfin, une énigme. C'est toujours très bien parce que ça donne envie d'investiguer. Sans énigme, il n'y a pas d'investigation. Et donc l'idée du livre, c'est de relier ces phénomènes à des choses plus structurelles, à des processus plus structurels qui affectent nos sociétés occidentales au même moment, et notamment aux transformations d'ordre matériel. Pas uniquement idéal, mais matériel. Vous dites justement que vous avez une approche matérialiste de l'histoire et de la condition des femmes. Qu'est-ce à dire précisément? Est-ce que ça relève du matérialisme historique de Marx, par exemple? Et en quoi est-ce différent des autres approches qui ont cours dans les histoires féministes? Alors, matérialiste, vous avez raison, c'est un mot valise, qui a autant de sens que des gens qui l'utilisent. Parfois, on a l'impression qu'il est utilisé juste pour faire sérieux, parce que matérialiste, c'est sérieux. Parce que, à vrai dire, le sens que lui donnent les auteurs qui l'utilisent est très très variable, quasiment rien à voir. Alors, est-ce que c'est inspiré par le marxisme? À un sens, oui, mais c'est inspiré d'une manière très modeste par le marxisme. Je ne suis pas... j'ai pas la prétention d'apporter une pierre théorique importante dans les études marxistes. Si je reprends quelque chose à Marx et à la tradition marxiste, c'est cet intérêt pour les éléments matériels. Parce que Marx s'intéresse beaucoup aux éléments matériels qui sont au fondement des modes de production. Les modes de production qui constituent l'infrastructure d'une société. Comment ça marche? Comment on produit les choses? Grâce à quels outils technologiques? Grâce à quels rapports sociaux qui interviennent dans cette production? Et le reste, c'est-à-dire l'organisation juridique, idéologique, religieuse de la société familiale, tout ça, ça compte, bien sûr, c'est très important, surtout dans la vie de chacun, mais dans sa vision, c'est des choses qui viennent se greffer sur cette infrastructure matérielle, technologique et de production, et qui en dépendent partiellement. C'est-à-dire que différents modes de production vont donner différents types
d'idées, d'idéologies et d'organisation sociale, pas le même toujours, il n'y a pas de relation mécanique entre les deux, mais qui vont donner un certain éventail d'idées ou d'organisations dans lesquelles les sociétés vont piocher au gré des circonstances. C'est un peu ça l'idée qui préside à ce livre. À mon avis, les conditions matérielles d'existence ne déterminent pas mécaniquement quelles idées vont prévaloir, par exemple, en matière du statut des deux sexes, mais ces conditions matérielles vont tracer un périmètre des possibles. À chaque niveau de développement, notamment technologique et économique, vont correspondre à un certain set, une certaine palette de possibilités dont on ne peut pas vraiment sortir. Donc, il y a une part de déterminisme là-dedans, pas du tout totale, parce qu'après, tout dépend bien sûr de la manière dont la société s'organise par ailleurs, y compris par les luttes, mais il y a quand même une part de déterminisme. Donc, matérialisme, ici, ça a vraiment le sens d'attention aux éléments matériels au sens propre, des objets, des choses matérielles qui nous entourent. Parce que sinon, ce texte, notamment quand on parle du féminisme matérialiste, ça renvoie pas du tout à ça. Hein. Donc c'est pour ça que c'est mis entre guillemets sur la 4e de couverture, parce que quand on parle de féminisme matérialiste, on pense plutôt à des auteurs tels que Christine Delphi, Monique Wittig, Judith Butler, après elle s'est fait qualifier de matérialiste, parce que c'est des gens qui reprennent le raisonnement marxiste en remplaçant le capital par le patriarcat. Donc on reprend le même fonctionnement en termes d'opposition et de lutte, mais en désignant un autre ennemi principal, c'est le titre d'un livre célèbre de Christine Delphi. Alors, il y a une analogie de raisonnement, c'est vrai, mais alors, à part ça, le terme ne me semble pas très justifié, parce qu'on reprend le terme alors qu'on enlève justement l'aspect matérialiste, puisqu'on s'intéresse à des choses qui ne sont pas matérielles. Voire, on en arrive parfois dans ce type d'approche féministe à nier complètement les aspects matériels. Par exemple, on va vous dire que seul existe le genre, c'est-à-dire une définition sociale des rapports de sexe, et le sexe biologique n'existe pas. La biologie fait partie des éléments matériels des choses. Voilà, donc pour moi, il est très, très, très paradoxal de se faire appeler matérialiste quand on nie la matière. Alors justement, la plupart des féministes appréhendent avec beaucoup de distance, pour ne pas dire de mépris parfois, la part biologique relative à la condition des femmes, et d'incompréhension. Je me souviens d'une professeure d'histoire des femmes dont j'avais suivi les cours à l'université, qui disait que bon, la nature, elle ne savait pas ce que c'était. Je ne sais pas si elle ne savait pas ce que c'était ou si elle ne voulait pas savoir, mais en tout cas, le fait était là. Quel est votre avis sur ce mépris ou cette distance vis-à-vis de la part biologique relative à la condition féminine? Alors, on ne savait pas ce que c'était. Effectivement, je pense qu'elle ne savait pas ce que c'était, entre autres parce que donc c'était une professeure d'université qui était donc urbaine, certainement, de classe moyenne cultivée, qui vivait dans un environnement qui n'a pas beaucoup de part de nature dedans. Donc, il est tout à fait normal qu'elle ne sache pas ce qu'est la nature. Et d'ailleurs, les habitants de nos pays occidentaux savent très mal ce qu'est la nature, même quand ils connaissent la campagne. Parce que la nature dans nos campagnes est extrêmement aménagée et transformée. Elle n'a plus grand-chose à voir avec la nature telle qu'elle a pu exister avant cet aménagement. Pourquoi le refus total des éléments biologiques? Alors c'est une très bonne question. À mon avis, il y a plein de raisons qui l'expliquent. Mais l'une des raisons, c'est que toutes les sciences sociales, en fait, la sociologie notamment, et la sociologie du genre en particulier, se sont constituées sur le refus du mélange entre les disciplines. La sociologie naissante, à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, a tenu à se démarquer des autres sciences, notamment des sciences naturelles, par besoin d'affirmation d'un ordre d'idées propres. Il fallait déterminer qu'il pouvait y avoir des faits sociaux sui generis, donc en soi, indépendants des faits psychologiques, des faits économiques, des faits biologiques aussi. Et donc il fallait absolument se démarquer de tout raisonnement qui avait trait à la biologie. Par exemple, les théories de l'évolution, etc., ça a été très vite mis à l'écart. Et puis ensuite, s'est greffé dessus tout un ensemble d'idées, tout autant politiques que idéologiques. Politiquement, le XXe siècle n'a pas aidé, je pense, à mettre les idées biologiques en lumière de façon positive, parce qu'il y a des expériences liées au totalitarisme, le lysenkisme soviétique, l'eugénisme nazi, etc., qui ont un peu associé tout ce qui était biologique quand c'est lié au social à des expériences très négatives.
une espèce de volonté de totalitarisme de la part de la biologie qui pourrait expliquer le social, de soumettre à son raisonnement. Donc politique, et puis idéologiquement, dans les courants féministes, toute mention de la biologie en tant qu'élément matériel est tout de suite interprétée en termes dépréciatifs. C'est-à-dire qu'on a l'impression que si on mentionne la biologie, on se range du côté des personnes, comme des idéologues des temps passés, qui utilisaient les arguments naturalistes pour justifier l'inégalité entre les hommes et les femmes. Parce que c'est tout un courant, notamment au XIXe siècle, de savants qui expliquaient que la physiologie des femmes justifiait leur statut inférieur parce qu'elles étaient physiquement plus faibles et puis moralement plus faibles aussi. Elles étaient sujettes à des crises d'hystérie, elles étaient faibles mentalement, moralement, et puis intellectuellement aussi, bien entendu, ce qui faisait qu'il était normal qu'elles n'accèdent pas à certains métiers, qu'elles ne puissent pas avoir un certain statut, etc. C'est-à-dire une utilisation normative de la biologie. Et cette utilisation normative de la biologie massive, je pense que c'est ce qui fait que la biologie est vue avec beaucoup de suspicion. Alors qu'aujourd'hui, chez les personnes qui sont dans les sciences naturelles, notamment tout ce qui consiste en neurosciences, etc., il n'y a plus du tout, évidemment, de volonté d'hégémonie ni d'empiètement sur les sciences sociales. Il y a plutôt une volonté de dialogue. Parce que l'être humain est un être complexe qui est la résultante de plein de facteurs. On n'est pas des êtres uniquement sociaux, ni uniquement politiques, ni uniquement des purs esprits. Nous sommes aussi des corps. Et l'idée, c'est de faire dialoguer ces différentes disciplines pour essayer de voir ce qui en sort quand on les croise. Et à mon avis, la sociologie, les sciences sociales gagneraient à sortir de cet autisme infantile, on va dire, qui fait qu'elles ne veulent pas dialoguer. Maintenant, je pense que c'est des disciplines suffisamment établies, elles n'ont pas à craindre une dissolution dans les autres sciences, et elles pourraient tout à fait accepter le dialogue. Une question qu'on a déjà commencé à évoquer. En quoi la condition des femmes vous semble particulièrement dépendante, vraiment très dépendante, selon votre livre, de l'accès aux ressources? Pour une définition des ressources, un terme un peu vague. Alors ce n'est pas seulement l'accès aux ressources qui compte, en fait, c'est la manière dont on utilise ces ressources également. La condition des femmes me semble très dépendante de l'infrastructure matérielle d'une société. Et l'infrastructure matérielle d'une société, c'est tout ce qui concerne l'organisation de la production et l'aspect matériel de la vie quotidienne. Comment est-ce que notre vie est organisée du point de vue matériel? C'est la raison pour laquelle je m'intéresse à cette période de la révolution industrielle et de ses conséquences. Qu'est-ce que ça a changé du point de vue matériel dans la vie des hommes et des femmes, mais des femmes en particulier? Qu'est-ce que ça a changé pour elles? Et il me semble que les conséquences de la révolution industrielle, pas la révolution industrielle en tant que telle, parce que c'est un événement qui s'est produit à la fin du XVIIIe, au début du XIXe dans les pays occidentaux, mais qui a eu des répercussions sur plusieurs décennies. Parce que plus la société de consommation. C'est en partie la société de consommation aussi, en tout cas je vais y venir, pour les derniers étages de la fusée, mais même avant la société de consommation, il y a des conséquences qui ont commencé à se faire sentir, des conséquences dans le domaine de la transformation de notre monde matériel. C'est-à-dire qu'il faut imaginer, pour comprendre à mon sens ce que ça a changé dans la vie des femmes, il faut imaginer quelles étaient les contraintes matérielles qui pesaient sur la vie des femmes avant ces changements, dans le monde matériel d'avant. C'est-à-dire un monde matériel très pauvre en structure technologique que nous connaissons tous aujourd'hui, un monde où la productivité du travail est très faible, parce qu'on utilise très peu d'énergie, on n'utilise pas de machines, ou très peu de machines, et donc un monde dans lequel une très grande partie des tâches est effectuée à l'intérieur du foyer. Donc ça, c'est la première chose. Une très grande partie des tâches qui aujourd'hui sont externalisées, c'est-à-dire qui sont réalisées dans le cadre d'une division sociale du travail par d'autres gens ailleurs, qu'on ne voit pas, et y compris qui sont réalisées au moyen de machines, et au-delà des machines, par toute cette infrastructure technologique qui rend ces machines possibles. Je vous donne un exemple, je ne sais pas, la fabrication de vêtements. Jusqu'au XIXe siècle, les gens, la plupart des foyers, fabriquaient leurs vêtements eux-mêmes. C'était des sociétés largement agraires, on n'allait pas au magasin, on n'allait pas chez Camailleux, qui a fermé d'ailleurs, on n'allait pas sur Amazon, on n'allait pas sur Zalando, ni même sur Vinted. On fabriquait ces vêtements soi-même, on achetait au mieux du tissu, ou bien on se le fabriquait soi-même, on tissait, les femmes tissaient, c'était une activité
très importante, notamment pendant l'hiver, et on se fabriquait les vêtements soi-même, on les reprisait soi-même également. C'est un temps de travail conséquent. Il en allait de même pour la nourriture. La plupart des gens se nourrissaient beaucoup, ils faisaient de l'autoconsommation. La plupart des gens habitaient à la campagne, on avait un jardin, on avait un potager, on produisait soi-même une grande partie de ces aliments. Et quand on les changeait, c'était au niveau local. On n'avait pas de grands containers qui nous amenaient des tomates, de l'Argentine, de la viande de je ne sais pas où, etc. Aujourd'hui, quand on réfléchit à notre quotidien, une très grande partie de ces tâches ne sont plus faites par nous. On ne se fabrique pas nous-mêmes nos vêtements, on ne fabrique pas nous-mêmes notre nourriture, on va au supermarché, on achète à manger. On réchauffe cette nourriture, on la cuisine sur des appareils. L'ensemble de ces objets viennent de quelque part. Ils ont été produits par d'autres gens, notamment les appareils électroménagers qui font que tout ça peut fonctionner. Ils sont produits dans des grandes usines qui marchent avec beaucoup d'énergie, extraites du sol ou de l'atome, qui les font tourner, qui sont ensuite mis dans des camions qui eux aussi marchent au pétrole, qui sont dispatchés partout dans les supermarchés de France et de Navarre, et nous les achetons. Nous l'avons dans notre cuisine, ce qui fait qu'en appuyant sur un bouton, nous avons de la chaleur qui fait cuire nos aliments. Nous ne sommes pas obligés d'aller couper du bois, nous ne sommes pas obligés d'aller cueillir les tomates dans le jardin, etc., etc. Donc il y a une contraction colossale, on mesure très mal, parce qu'on l'a oublié, du temps du travail domestique. Le travail domestique ne disparaît pas, mais son volume se réduit drastiquement. Et comme les tâches domestiques étaient en très grande partie assurées par les femmes, eh bien, c'est avant tout aux femmes que profite la réduction de ce temps domestique. C'est-à-dire ça dégage du temps dans la journée, sur une journée, sur une semaine, sur un mois, sur une vie, un volume de temps très considérable qu'on peut consacrer à autre chose. Par exemple, à un travail à l'extérieur, aux études, etc. La deuxième chose, c'est qu'au niveau du temps biographique, cette fois, c'est-à-dire à l'échelle de toute une vie, il y a une autre contraction du temps pour les femmes et qui a trait à la fécondité. Les sociétés pré-industrielles sont des sociétés qui sont caractérisées par un taux de fécondité très élevé. Et c'est un taux de fécondité très élevé, non seulement parce que les gens étaient moins renseignés sur les méthodes de contraception, ils disposaient de moins d'artefacts pour assurer une contraception efficace, mais aussi parce que ce sont des sociétés qui sont caractérisées par une mortalité infantile très élevée. C'est-à-dire que ce sont des sociétés dans lesquelles les petits-enfants meurent. Et ils meurent massivement. Ça aussi, c'est quelque chose dont on n'a pas trop idée, mais quand on regarde les courbes de mortalité, dans les pays européens, tous confondus, bon an, mal an, un enfant sur deux, jusqu'au 19e siècle, n'arrive pas à l'âge adulte. C'est-à-dire que la mortalité, la première année de mortalité infantile, c'est de l'ordre de 300 pour 1000, et puis ensuite encore 200 pour 1000 dans les 5 ou 10 premières années de vie, qui sont des années où les petits-enfants sont sujets aux infections, les maladies infectieuses qui les déciment. Diphtérie, entre autres, etc. Donc tout ça, c'est une mortalité absolument considérable qui fait que, au niveau d'une société, pas pour chaque famille, parce qu'on peut avoir des destins individuels plus ou moins exceptionnels, mais au niveau des groupes, au niveau d'une société, les femmes sont obligées d'avoir un nombre considérable d'enfants. Parce que si un enfant sur deux meurt, si vous voulez avoir une descendance, vous ne pouvez pas faire un enfant. Vous ne pouvez pas faire 2 enfants, ni 3. Et difficilement 4, parce que les statistiques, c'est des statistiques. Mieux vaut en faire 5, 6, peut-être 7, comme ça on est assuré. Mais 7 enfants, c'est beaucoup de temps dans une vie. 7 enfants, c'est beaucoup de temps, et souvent c'est pas 7. Il faut lire Virginia Woolf, qui parle de cette femme imaginaire dont elle discute le destin, et elle dit, voilà, elle avait 13 enfants, et ayant 13 enfants, elle pouvait difficilement être poète. Et elle en parle pour parler des femmes en général, bien sûr. Parce que les enfants, il faut les produire, puis ensuite il faut les nourrir, il faut s'en occuper, etc. Donc, c'est la baisse de la mortalité infantile qui est une conséquence dérivée du progrès économique et du progrès technique. C'est pas uniquement les idées qui font que la mortalité infantile baisse, c'est la purification de l'eau avec le système de canalisation, c'est la pasteurisation, ce sont les vaccins, et puis pour finir, ce sont les antibiotiques. Ça, ce sont des éléments qui font baisser la mortalité infantile, qui la font piquer complètement. Enfin, elle finit à 3 et quelques pourcents dans un pays comme la France. Donc, à partir du moment où l'enfant est un enfant qui va vivre, tout enfant qui naît aujourd'hui, sauf accident, maladie rare ou malheur exceptionnel, d'ailleurs ça nous choque beaucoup parce que c'est devenu exceptionnel, alors qu'avant c'était la chose la plus commune qui arrivait à toutes les familles, et bien à partir de ce moment, les femmes peuvent s'approprier un slogan tel que « un enfant si je veux, quand je veux ». On peut concevoir l'idée de faire un enfant à 35 ans. Parce que quand il va naître,
va vivre. Dans une société où les enfants meurent, on ne peut pas. Ça change aussi beaucoup de choses pour la vision qu'on a de sa vie, la manière de se projeter et ce qu'on peut se permettre. Et puis, en face de cette nouvelle disponibilité des femmes, au XIXe siècle, eh bien, il y a la dynamique du capitalisme industriel qui repose sur un usage accru, absolument immodéré, à l'énergie. Et ce recours accru à l'énergie, donc qui fait partir la productivité en flèche, qui fait partir toutes les courbes de PIB par habitant et aussi de population, eh bien, c'est un progrès économique, un processus économique qui a besoin de bras. Donc, le capitalisme industriel, c'est un mode de production qui a besoin de bras et on tire toutes les populations disponibles pour venir travailler dans les nouvelles manufactures. Donc, les paysans, par exemple, c'est le phénomène de l'exode rural. On tire les populations des campagnes qui viennent dans les villes pour y travailler, mais aussi les femmes et même les enfants. On met tout le monde au travail, donc les enfants, après, on va arrêter. Mais les femmes entrent par ce biais-là dans le salariat, un peu dans l'industrie, et puis très rapidement, quand le secteur tertiaire commence à se développer, parce qu'il est tiré par ce développement de l'industrie, elles entrent massivement dans les services en tant que salariées. Et ce n'est pas une émancipation au sens philosophique, parce qu'elles ne deviennent pas maîtresses totales de leur destin, on est d'accord, elles sont soumises au patron. Est-ce que c'est mieux ou moins bien que d'être soumise au mari? C'est une question qui se discute. Néanmoins, c'est un autre type de domination. Et en tout état de cause, elles sont désormais soumises à des contraintes qui sont plus homogènes avec celles des hommes. Parce que le travail à l'extérieur, c'est le premier pas vers l'indépendance financière, de masse des femmes, qui l'acquièrent par ce biais-là. Voilà, et puis ensuite, derrière, oui, il y a tout ce qui concerne l'État-providence, qui est un peu le dernier étage de la fusée. C'est-à-dire que les bienfaits dérivés du progrès technologique, incorporés dans des objets et des artefacts médicaux, deviennent accessibles à toutes les femmes des pays occidentaux. Donc, la sécurité sociale, par exemple, fait que eh bien, tous les enfants vont être soignés, pas uniquement les enfants des riches. Tout le monde va être vacciné, tout le monde va être hospitalisé en cas de besoin. On va avoir des systèmes de garde, c'est-à-dire que les femmes vont aussi avoir davantage d'autonomie pour le travail à l'extérieur, parce que les enfants sont gardés dans des crèches, dans des écoles, etc. Ce qui n'existait pas avant. La femme devait s'occuper elle-même de ses enfants, même si elle travaillait. Et puis pour finir, la retraite, qui, elle, fait qu'on peut ne plus considérer les enfants comme un investissement. Parce que dans des sociétés dépourvues de système de retraite, si vous n'avez pas d'enfants vivants à la fin de votre vie, quand vous devenez non productif, si vous n'avez pas d'enfants qui vont vous nourrir, vous allez mourir. Personne ne va vous nourrir à leur place. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On n'est plus obligé de faire beaucoup d'enfants pour que quelqu'un s'occupe de nous quand on sera âgé, parce que c'est quelque chose qui est géré au niveau collectif. Donc l'ensemble de ces phénomènes favorise grandement l'homogénéisation entre la condition des hommes et des femmes et rend socialement utile, socialement très intéressante, la participation égalitaire des hommes et des femmes au système économique. Voilà. Alors, une question d'ordre à la fois médical et sans doute juridique. L'histoire des femmes, telle qu'elle s'écrit à l'université, en tout cas quand j'y étais, insistait beaucoup, pour la période la plus contemporaine en tout cas, celle du XXe siècle, sur l'importance du droit à la contraception et à l'avortement dans le processus d'évolution et d'émancipation de la condition des femmes. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Alors, d'abord, les luttes pour le droit à disposer de son corps, donc contraception et avortement, ce sont des luttes qui effectivement se déploient au XXe siècle, à partir du milieu du XXe siècle, beaucoup dans les années 60-70, c'est-à-dire à un moment où, de fait, les femmes ont déjà bénéficié d'un grand nombre d'avantages, ou disons d'avancées, du point de vue de leur statut. Elles ont déjà le droit de vote, elles ont déjà l'essentiel des droits civils et civiques, elles travaillent pour la plupart, le taux d'emploi des femmes est déjà très élevé, elles font des études, tous les métiers leur sont ouverts ou presque. Donc il y a déjà eu une grande partie de l'émancipation concrète a déjà eu lieu. C'est aussi un moment où les femmes, justement, les mouvements féministes, commencent à s'organiser à une force agissante. C'est-à-dire qu'à partir du milieu du XXe siècle, on peut vraiment observer l'impact de ces mobilisations et l'effet de ces luttes au niveau notamment législatif.
Donc d'abord, il est tout à fait indéniable que le droit à disposer de son corps est en partie, en grande partie, le produit de ces mobilisations. Ces mobilisations ont réellement joué. Beaucoup plus que, on va dire, pour l'ouverture, par exemple, des études supérieures aux filles, qui se sont passées sans aucune mobilisation de cette ampleur. Donc ici, il y a vraiment un lien entre les mobilisations et ce qui est obtenu. Alors, la question qui, moi, m'intéresse, donc la contraception, le droit à disposer de son corps, c'est un droit, on est d'accord. C'est un droit, mais avant d'être un droit, si on pense à la pilule, qui est l'objet symbolique de la contraception, la pilule, c'est aussi un produit, on est d'accord. Un produit qui a été d'abord mis au point par des scientifiques, au terme d'un progrès scientifique et technologique cumulatif. Donc ça a été inventé, ça a été mis au point, ce qui a nécessité tout le progrès médical derrière. Ça a ensuite dû être produit à l'échelle industrielle, parce que c'est pas tout d'avoir trouvé une idée. Après tout, la machine à vapeur, elle a déjà existé en Alexandrie à l'Antiquité, ça n'a pas donné de révolution industrielle. Il faut que les choses puissent être produites justement à une large échelle. Donc la pilule est un produit industriel qui est produit dans des usines, qui marche grâce à cette société d'abondance énergétique que nous avons, ces sociétés de consommation, et qui ensuite est distribuée dans l'ensemble des pharmacies de France, dans lesquelles on peut venir le matin, quelle que soit la ville où on habite, Paris, Mulhouse, Dunkerque, Bagnères de Bigorre, on arrive le matin et on dit j'ai le droit à la contraception, donnez-moi ma pilule. Et le pharmacien va vous sortir la pilule et vous dire la voici. Bon. On est d'accord que ce droit il est effectif aussi parce que l'ensemble de cette infrastructure, de cette logistique marche. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce droit aurait été signifiant, est-ce qu'il aurait eu du sens pour des femmes qui ont vécu à une autre époque? Par exemple, si on prend des femmes, je ne sais pas, du XVe siècle ou du XVIe siècle, qu'on leur donnait le droit à la contraception, est-ce que ça aurait significativement changé leur statut dans ces conditions matérielles très différentes dans lesquelles elles vivaient? Eh bien, à mon avis, ça aurait pu changer quelques destins individuels, dans des circonstances particulières, où le fait de ne pas avoir d'enfant aurait grandement profité à telle ou telle femme à tel ou tel moment de sa vie. On peut prendre l'exemple fantasmé, par exemple, si Jeanne d'Arc avait eu un petit copain, je ne crois pas qu'elle en ait eu un, mais si elle en avait eu un et qu'elle... Oui, voilà. Bon, si elle en avait eu un et qu'elle avait voulu, malgré tout, avoir la même action qu'elle a eue, on est d'accord que si elle était tombée enceinte au milieu de sa chevauchée, ça n'aurait pas été génial. Je veux dire, déjà, ça aurait discrédité l'idée qu'elle était pucelle, et puis en plus, ça aurait été beaucoup moins pratique pour monter à cheval, etc. Donc ça aurait peut-être profité à quelques destins exceptionnels. Mais globalement, dans une société qui était avant tout préoccupée par la survie des enfants, qui mouraient en très grande partie en bas âge, le fait d'avoir la contraception n'aurait pas été aussi utile que dans une société où nous maîtrisons effectivement non seulement le processus procréatif, mais aussi ses conséquences, c'est-à-dire la survie des enfants. Donc oui, c'est un droit qui est très important, qui est venu parachever le processus d'émancipation qui avait déjà été obtenu au moment où on s'est mobilisé pour ce droit, mais c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Disons que la contraception avec une mortalité infantile qui reste haute, c'est pas hyper essentiel. Ça peut jouer, mais c'est un peu marginal. Alors que la contraception dans une société où la survie des enfants est assurée, oui, c'est un droit qui apporte effectivement un grand bienfait à un très grand nombre de femmes. Alors, dans la deuxième partie de votre livre, vous reprenez à votre compte les analyses de Jean-Martin Covici sur le déclin a priori inéluctable de la civilisation thermo-industrielle. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit? Donc là, c'est la partie là, qui concerne le plus, disons, pour aller de la transition écologique. Oui, alors Jean Covici m'a fait le grand honneur, quand mon livre est sorti, de publier un petit billet là-dessus en disant que s'il l'avait lu avant de publier Le Monde sans fin, il aurait inclus ça parmi les petits chapitres de sa BD. Je regrette beaucoup de ne pas l'avoir écrit avant. Ça aurait été très appréciable pour faire connaître mon livre. Oui, alors le raisonnement de Jean Covici, il n'est pas du tout le seul. Lui, il est très connu parce que, entre autres, parce qu'il insiste beaucoup sur cet aspect nucléaire et que c'est un très grand vulgarisateur qui le porte beaucoup sur la scène du débat public. Très bon conférencier. Très bon conférencier, etc. Mais il n'est évidemment pas le seul. Ce sont un peu des constats, une partie de son discours, ce sont des constats qui sont très largement partagés. Il y a deux volets, on va dire, dans cette thématique.
il y a le problème de la crise des ressources, c'est-à-dire que notre société, notre civilisation thermonucléaire fondée sur l'usage très important à l'énergie, notamment aux énergies fossiles, et l'exploitation des ressources premières, c'est une société qui dépend de la disponibilité de ces ressources et de leur coût modéré. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le coût de ces ressources dépasse une certaine valeur, auquel cas, même s'il en reste dans le sol, eh bien, ça devient économiquement problématique de les utiliser. Je pense que vous connaissez tous ces problématiques qui sont assez largement discutées. Alors, à quel moment on va avoir un épuisement de ressources? Est-ce qu'on va avoir un épuisement des ressources? Est-ce qu'il y a des ressources qui peuvent être remplacées par d'autres ressources? Tout ça, ce sont des questions qui sont très vivement discutées dans le milieu des scientifiques. Mais ce qui est certain, c'est que l'horizon de l'épuisement progressif de ressources, quand on y recourt de façon massive à l'intérieur d'un système physique fermé, c'est une question qui ne peut pas être éludée. Donc, il y a différents horizons temporels qui sont très imprécis de toute façon, parce que ça dépend de trop de paramètres. Mais si on se réfère au rapport Meadows, le fameux rapport du Club de Rome, dans les années 70, dont les courbes ont été validées dans les années 2010 par des études qui essaient de comparer ce qui s'est effectivement passé avec leurs projections, eh bien, montre que dans le courant du XXIe siècle, à une certaine date, selon notre rythme d'utilisation, selon les avancées technologiques, etc., on devrait dépasser le pic de production de la plupart des matières premières et entrer dans un processus de déplétion, de raréfaction, voilà, qui risque d'avoir beaucoup de répercussions tant économiques que pratiques, de tensions géopolitiques aussi, de conflits, parce qu'évidemment les ressources qui se raréfient, c'est rarement très pacifique. On en a eu un petit aperçu récemment avec des événements à l'échelle mondiale. Donc ça, c'est une partie de la question. Et l'autre partie de la question, c'est l'autre versant des crises qui peuvent être attendues à l'avenir, c'est l'aspect climatique, que vous aussi, j'imagine, vous connaissez très bien, et qui, là, on se réfère à des choses tout à fait consensuelles comme les rapports du GIEC et autres, qui décrivent les conséquences probables dans différents aspects, dans différentes sphères, de l'élévation des températures et puis de l'atteinte des écosystèmes auxquels on assiste. Et le problème de ces et qui vont affecter beaucoup de choses, qui vont affecter les processus de production, qui vont affecter la production agricole, sur laquelle repose quand même notre autosuffisance alimentaire, c'est-à-dire qu'on va tous avoir assez à manger, et sinon, qui va en avoir assez et qui n'en aura pas, etc. etc. Et le problème de ces deux aspects, de la crise des ressources et de la crise climatique, c'est que, ça c'est Jean Covici qui en parle aussi dans un de ses livres, Dormez tranquille jusqu'en 2100, c'est que ces deux crises risquent de se télescoper. Et il peut y avoir une espèce d'effet ciseau, c'est-à-dire que l'une sans l'autre, c'est pas forcément très grave pour l'humanité, parce que, par exemple, si vous avez une crise climatique, mais vous avez toujours une énergie peu chère, abondante, infinie à votre disposition, il est quand même très probable qu'on devrait parvenir à trouver des solutions techniques, des solutions scientifiques qui permettent de parer à ces problèmes. Je ne sais pas, on dessale la mer, l'investissement des farineuses d'énergie, etc. Pourquoi pas. En revanche, faire face à une transformation des écosystèmes, peut-être à un effondrement de certains écosystèmes dans certaines zones, alors qu'en même temps, les ressources, notamment énergétiques, qui sont le nerf de la guerre de cette société, en viennent à être moins abondantes et plus chères, avec tout ce que ça suppose de problèmes de transport aussi, parce que nous sommes dans une économie très mondialisée, qui repose beaucoup sur les échanges mondiaux, eh bien, là, ça risque d'être compliqué, parce que l'un s'oppose à l'autre. Voilà, donc le probable télescopage temporel de ces deux crises, c'est ce qui motive l'inquiétude concernant l'avenir, mais il ne s'agit évidemment pas de prédiction, de prophétie terrible, que tout va s'effondrer, etc. Le niveau réel de dégradation du problème va dépendre beaucoup des solutions qui vont être mises en œuvre. Mais en tout état de cause, ce sont des points d'inquiétude, des points de préoccupation qui sont aujourd'hui au centre de la réflexion et du gouvernement et des spécialistes de ces questions. Je reprends ces envies-là. Vous ne pensez pas du tout que c'est ce qui est de temps en temps reproché aux personnes qui s'occupent des théories de l'effondrement, c'est en fait de faire une sorte de pédagogie par les catastrophes pour faire modifier les comportements des citoyens, alors que la situation n'est pas forcément, selon ces personnes-là, n'est pas forcément si dramatique que ça. Vous pensez que... Alors après, c'est une question d'appréciation citoyenne, disons, des résultats qui sont présentés par les scientifiques. Mais quand on regarde par exemple les rapports du GIEC, ce ne sont pas des politiques. Hein. Et encore, il y a plein de scientifiques qui disent que les rapports du GIEC sont très consensuels et que c'est eux qui sont optimistes.
Le degré réel d'optimisme et de pessimisme qu'il faut avoir n'est pas du tout aisé à déterminer, surtout pour des profanes qui ne sont pas totalement au cœur de ces études-là. Mais moi, je reprendrais bien le raisonnement de Dennis Meadows, le principal auteur du rapport de Meadows, qui, en fait, le rapport Meadows qui est sorti en 1972, après, depuis, il est actualisé tous les 10 ans. Enfin, ils ont fait la première actualisation 30 ans plus tard, en 2002, je crois, puis après en 2012 et en 2022, en actualisant les données avec ce qui se passe réellement, et en répondant un peu dedans à des critiques qu'ils entendent, et ils le disent, l'une des critiques qu'on leur fait, c'est vous êtes des oiseaux de malheur, vous êtes des oiseaux de mauvaise augure, vous ne faites que stresser les gens, etc., leur faire peur. Et en fait, ils répondent, nous ne travaillons pas sur ces questions pour dire les choses vont se passer comme ça, nous travaillons sur ces questions pour appeler l'attention des contemporains sur ce qui devrait les inquiéter et ce sur quoi ils devraient travailler pour éviter les plus mauvais scénarios. C'est une espèce d'appel à l'action, plus que l'annonce d'une catastrophe irrémédiable et inexorable. Alors, dans la troisième partie du livre, on plaidait pour une adaptation du comportement et de l'orientation professionnelle des femmes, afin d'atténuer le choc dont vous avez déjà parlé, des conséquences que ce déclin d'accès aux ressources et crise climatique fera peser sur leurs épaules. Qu'est-ce qui pourrait structurer cette adaptation des femmes aux diverses crises? Oui, alors ça c'est un peu la dernière partie du livre. Donc le livre il essaie de comprendre à quoi était due la domination multiséculaire des hommes sur les femmes. Ensuite, quelles sont les conditions structurelles qui ont permis aux femmes d'obtenir cet important mouvement d'émancipation qu'elles ont connu. Et ensuite, voilà, il y a cette partie prospective où, comme je m'intéresse aux éléments matériels, je me demande ce qui va se passer avec ces droits, avec ce statut, si ces conditions matérielles en viennent à être déstabilisées. Donc, comme on vient de le dire, ces conditions matérielles risquent d'être déstabilisées. Et à mon avis, en miroir, la déstabilisation de ces conditions risque de fragiliser le statut des femmes. Alors je reprends l'exemple le plus simple, c'est pas du tout c'est l'exemple qu'on peut prendre, mais il est vraiment très, très, très schématique, très visuel presque. J'ai parlé tout à l'heure de la pilule, qui est le produit emblématique du droit à disposer de son corps, le droit à la contraception, et j'ai dit que ce droit est rendu effectif par le fait que cette infrastructure matérielle de notre société, elle marche. Ça marche, la pilule arrive chez le pharmacien après un formidable trajet dans les tréfonds de notre société, les tréfonds qu'on ne connaît pas pour la plupart d'entre nous, à moins de travailler dans l'industrie pharmaceutique, dans le transport, dans la logistique, etc. Si on travaille ailleurs, si on fait partie de la profession intellectualisée urbaine, on n'est pas témoin de tout ce processus. Mais on sait qu'il existe quelque part. Ou alors on ne le sait même pas, mais dans ce cas-là, c'est magique. On arrive chez le pharmacien, il y a la pilule qui sort. En tout cas, il existe ce processus, j'en suis témoin. Il marche, et c'est pour ça que ce droit est effectif. Si on imagine une société dans laquelle cette infrastructure en vient à être déstabilisée, c'est-à-dire ce dont on a parlé tout à l'heure, si vous avez des ressources qui se raréfient, si vous avez une énergie qui devient très chère, si vous avez des circuits de distribution qui sont déstabilisés, par exemple, si la Chine qui produit la pilule, parce que ce n'est pas nous qui produisons désormais les pilules, c'est la Chine, ou l'Inde, s'ils décident de ne plus nous envoyer la pilule, si nous on ne peut plus la faire parvenir parce que le pétrole est trop cher et que nous n'avons pas de gaz, eh bien, on arrive le matin en pharmacie, on veut exercer notre droit, mais il n'y a pas la pilule. On a le droit de jouer, mais on n'a pas le produit. C'est-à-dire que le droit que nous avons devient un droit abstrait. Ça devient un droit vide. Il existe, mais il ne peut pas être exercé. Donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour que les droits dont les femmes jouissent aujourd'hui puissent continuer à être exercés. Et ça peut être étendu à plein d'autres domaines, parce que là, je parle de la contraception, mais par exemple, si on pense à cette disponibilité biographique des femmes pour pouvoir s'investir dans l'ensemble des sociétés, des activités économiques, sociales, etc., cette disponibilité repose aussi sur le fait qu'on maîtrise notre processus procréatif. Si vous imaginez une société dans laquelle la mortalité infantile s'élève, parce qu'il y a moins de médicaments, parce qu'il y a plus de mortalité, parce qu'il y a plus de familles, parce qu'il y a plus de conflictualité, parce qu'il y a plus de lutte pour l'accès aux ressources, bref, si ce processus, grâce auquel les enfants qui naissent vivent, en vient à être perturbé, eh bien, il y aura aussi une pression pour produire plus d'enfants. Parce qu'il faut bien se reproduire, il faut bien que la société perdure, et puis il faut bien probablement aussi que quelqu'un s'occupe de vous,
parce que des sociétés fragilisées, déstabilisées, c'est aussi des sociétés où une retraite marche moins bien, accessoirement. Bref, donc si on imagine des conséquences négatives sur le corps social de ces changements matériels, à mon avis, les femmes vont en pâtir de la même façon qu'elles ont profité de ce processus bénéfique lié au développement industriel. Donc c'est pourquoi je pense que la démarche féministe devrait comprendre, contenir un volet qui a trait à la conservation, à la préservation, à l'aménagement de ce monde matériel. C'est-à-dire que s'intéresser aux droits des femmes demain, moins aujourd'hui, mais surtout demain, les droits de nos filles, on va dire, de nos petites filles, c'est aussi s'intéresser aux conditions matérielles dans lesquelles elles vont vivre. Parce que si on enlève les conditions matérielles, on enlève la possibilité de ces droits. On n'est plus dans est-ce que ça sera une majorité plus conservatrice ou moins conservatrice qui va arriver au pouvoir. Ça peut arriver, mais c'est réversible. On peut ensuite avoir quelqu'un, regarder en Pologne, il y a une majorité conservatrice, et puis là, il y a de nouveau des progressistes qui sont arrivés, et puis ça aura certainement de bonnes conséquences pour le droit à l'avortement, etc. En tout cas, on peut l'imaginer. En revanche, si vous enlevez ces conditions, c'est comme si vous enleviez les fondations. Parce que si vous avez les conditions matérielles qui vous poussent vers une certaine division sexuelle des tâches, on va dire, vers un rôle plus axé sur la procréation pour les femmes et les tâches domestiques, et puis un travail plus productif pour les hommes, eh bien, vous n'aurez pas la possibilité réellement de sortir de ce cercle d'airain, parce que c'est le cercle de la nécessité. Donc il me semble absolument primordial de réfléchir à ces conditions matérielles, ce qui ne veut pas dire préserver à tout prix la civilisation thermo-industrielle telle que nous la connaissons, parce que de toute façon, ça ne sera pas possible. Elle est en train de se transformer, elle va certainement partiellement nous échapper au moins, mais tout faire pour que le processus de transition qui doit être opéré ressemble le plus possible à une transition et le moins possible à un effondrement. Parce que plus ça va ressembler à une transition, mieux on pourra préserver les droits des femmes, notamment dans le processus, et plus ça va ressembler à un effondrement, et moins ce sera possible. Vous opposez dans votre livre un féminisme de l'action qui pourrait ressembler à celui qui était promu en URSS où vous êtes né, et un féminisme de la réclamation, plutôt le féminisme qu'on entend dans les médias actuels en Occident. On sait qu'il y a de très nombreuses tendances dans le mouvement féministe, en quoi cette mise en opposition sont plus pertinentes qu'une autre. Alors, le principal problème que moi je vois dans les mouvements féministes contemporains, c'est, quel qu'il soit d'ailleurs, c'est leur tendance à se concentrer sur l'aspect législatif et l'aspect moral des choses. Encore une fois, sur les idées et les superstructures de la société. C'est-à-dire, parce qu'aujourd'hui, les droits, ils sont tous accordés. Il n'y a pas trop de droits nouveaux à accorder aux femmes, enfin, en tout cas, les mêmes droits que les hommes. On peut après inventer des droits spécifiques pour les femmes, on en voit quelques-uns. Mais disons, les mêmes droits que les hommes, c'est un acquis. Il faut veiller à ce qu'ils soient respectés, etc. Mais vraiment, l'essentiel de l'action passe par là. On va identifier un comportement qui est considéré comme négatif, on va identifier les auteurs de ce comportement, et on va essayer de susciter un mouvement de prise de conscience pour essayer de changer les mentalités d'une part, et d'influencer le processus législatif d'autre part, pour s'assurer que ce droit soit mieux respecté ou que le nouveau droit soit créé. On est d'accord ? C'est le processus modus operandi privilégié. Le problème, c'est que ça marche pour certains objets dans le monde dans lequel nous vivons. Ça, c'est pas un problème, c'est au contraire un avantage. Le problème vient après. Ça marche dans notre monde parce que nous sommes dans un monde prospère, dans un monde stable, dans un monde pacifique, dans lequel il y a un état de droit qui fait respecter les droits que nous avons et que ces droits sont effectifs pour la raison que j'ai mentionnée plus tôt. C'est des droits qui sont faits pour cette société-là, pour cet état matériel de la société. En revanche, si la société connaît un processus de déstabilisation et que ces conditions matérielles changent, avoir ces droits nous fera un petit peu une belle jambe. C'est ça que je veux dire. Tout miser sur les droits me semble insuffisant. Il me semble absolument essentiel de passer par autre chose. Et cette autre chose, quand on parle de la conservation, de la préservation de la structure matérielle, ça passe peut-être partiellement par le militantisme, peut-être partiellement par la mobilisation, mais ça passe aussi beaucoup par le travail, en fait, par l'investissement, y compris personnel, notamment dans des professions et des sphères qui sont liées à ces processus de transition, ces processus productifs. Donc, il me semble très utile, il me semblerait très utile, à la fois pour les femmes dans leur ensemble, mais aussi pour chaque femme en particulier qui choisit son avenir professionnel aujourd'hui, de ne pas oublier cet aspect.
C'est-à-dire qu'en s'investissant dans les sphères, notamment scientifiques, techniques, etc., qui sont liées, qui seront essentielles dans ce processus de transition, d'une part, elles vont travailler à la sauvegarde de ces conditions des droits futurs, et d'autre part, ce sont des processus qui peuvent rendre pour la société le coût de leur renvoi à la maison plus élevé. C'est-à-dire que si vous avez une compétence technique concrète, si vous êtes, allez, on va dire ingénieur nucléaire, agronome spécialiste de la résilience des systèmes agraires en France, spécialiste de l'aménagement du territoire face aux catastrophes climatiques, eh bien votre rôle productif dans la société en crise sera central. Et les gens qui ont un rôle central, on les renvoie rarement à la maison. En revanche, si vous avez moins souvent ces compétences, il sera beaucoup plus facile de vous rediriger, disons, vers un mode productif sur un autre type de production, plus domestique et plus reproductive. Donc c'est un peu ça le raisonnement. Ce qui ne veut pas dire du tout que les mobilisations n'ont aucune utilité, elles ont une utilité dans ce monde-là, mais si on réfléchit à l'avenir, il serait très imprudent de s'arrêter à ça. Alors, comme on l'a dit en introduction, vous travaillez avec des hommes et des femmes politiques à l'Assemblée nationale. Si demain vous deveniez député, quelle proposition de loi, alors vous nous avez dit que vous ne considériez pas forcément que le droit est la principale force sur laquelle il faut s'appuyer, mais quand même il faut faire un effort d'imagination, quelle proposition de loi vous pourriez proposer relativement aux idées que vous exposez dans votre livre? Alors déjà, je ne suis pas députée, Dieu merci, et je ne voudrais surtout pas être députée. Si vous êtes obligé. Voilà. Déjà, il y a une condition de science-fiction dans cette question. Voilà, c'est ça. Mais si je devais être obligée d'être députée, sur le Macri, je pense que, en pensant à la condition des femmes, logiquement par rapport à ce que je dis, les adaptations législatives que je proposerais ne porteraient pas directement sur les femmes. Ce seraient plutôt des propositions qui chercheraient à faire le maximum pour augmenter la résilience du système local dans lequel nous vivons, c'est-à-dire de la République française. Parce qu'aujourd'hui, les processus politiques sont réalisés au niveau des nations-États, n'est-ce pas? L'Assemblée nationale vote des lois qui valent sur le territoire français. Donc, je pense que j'essaierai de réfléchir sur ce qu'on peut faire pour rendre le territoire français le plus autosuffisant possible, le plus résilient possible face à cette perspective, qui n'est pas si éloignée que ça, de la raréfaction des ressources, de la faim énergétique qui arrive, et le changement de nos systèmes agraires aussi, parce que vous le savez sans doute, la France n'est plus autosuffisante du point de vue de l'alimentation, nous importons désormais beaucoup de choses, et je pense que c'est un domaine absolument essentiel sur lequel on devrait apporter l'action. Une dernière question, après vous pourrez discuter avec Véronique Nikolski. Donc, comme on l'a dit plusieurs fois, vous êtes d'origine russe. Quelle différence ou similitude principale vous observez entre la condition des femmes en Russie et en France, et dans lequel de ces deux pays les femmes nous semblent les mieux armées pour répondre aux crises à venir que vous avez brillamment décrites? Alors, je suis d'origine soviétique, je veux dire, mais ça fait un bon moment que l'Union soviétique n'existe plus. Donc, je n'y habite plus depuis 32 ans. Néanmoins, il y a quelque chose que je peux répondre à votre question, mais ça excède un peu le cas de la Russie. Quand on réfléchit à l'avenir dans le contexte des crises possibles, il n'est pas forcément facile de déterminer quelles seront les zones les plus touchées ou les moins touchées, et quelles seront les populations les plus aptes à s'adapter rapidement aux changements qui viennent. Et il me semble que les populations occidentales, européennes, américaines, européennes surtout d'ailleurs, sont peut-être les moins bien placées. Les moins bien placées parce que d'une part, nous n'avons plus énormément de ressources sur notre sol, que nous avons abondamment exploité au cours de la révolution industrielle. Nous dépendons beaucoup des échanges mondiaux. Nos économies sont beaucoup centrées sur le symbolique et beaucoup moins sur le productif, ce qui est très bien dans le cadre d'une économie mondialisée. C'est tout à fait un autre avantage, mais c'est beaucoup moins bien dans le cadre d'une économie en contraction où beaucoup de choses vont redevenir locales et la production va de nouveau compter. On a eu un petit aperçu au moment du Covid. D'un coup, on s'est dit, mais en fait, nous ne produisons pas de masques, nous ne produisons pas de respirateurs, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va devenir? Heureusement, les flux ont repris tout de suite. On a vu ce qu'étaient les métiers essentiels aussi. On a vu aussi exactement ce qu'étaient les métiers essentiels. Voilà, et par ailleurs, les populations et les femmes de nos pays sont aussi des populations qui sont très habituées au confort.
Nous sommes très habitués à nos conditions matérielles qui sont là depuis longtemps. C'est de l'Europe occidentale qu'est parti le processus de transformation matérielle dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, nous sommes à une deuxième génération, on va dire, de gens qui naissent, qui vivent et qui meurent à l'intérieur de cette infrastructure. Et comme nous vivons dans cette infrastructure, nous oublions, nous perdons la mémoire, littéralement, du monde d'avant qui est renvoyé à une espèce de truc fantastique en costume dans des films historiques et qui ne nous concerne plus du tout. C'est aussi fantastique que Game of Thrones ou, je sais pas, ou Le Seigneur des Anneaux, les dragons. En revanche, vous avez d'autres pays qui sont très défavorisés aujourd'hui, les pays du tiers-monde par exemple, qui ont une économie beaucoup plus vivrière, des agricultures beaucoup plus vivrières, qui souffrent beaucoup aujourd'hui et qui d'ailleurs risquent de ne pas être les premiers du réchauffement, on est d'accord, mais sur d'autres plans, en fait, paradoxalement, leur situation pourrait être meilleure. D'abord parce qu'ils sont habitués à des conditions de vie dures, donc une dégradation n'aura pas le même effet de choc, je pense, que sur des populations qui sont très habituées au confort. Deuxièmement, c'est des sociétés dans lesquelles la situation des femmes elles-mêmes est un peu moins favorable. Donc là aussi, je pense qu'on est préservé de l'effet de sidération que peut produire le changement de la situation. Et puis, c'est une population qui est plus habituée à l'inventivité, comment inventer des solutions face à un quotidien difficile, comment aménager une vie vivable au milieu de conditions qui ne sont pas forcément terribles. Alors la Russie n'est pas un pays du tiers-monde, la Russie est un pays aujourd'hui, le niveau de vie est bien supérieur à celui du tiers-monde, bien entendu, même s'il y a des zones où ça ne reste pas terrible. Mais c'est vrai que la Russie a gardé la mémoire de périodes très dures, notamment des années 90, qui ont été des espèces de moments économiquement très difficiles. Donc le système de la débrouille, de la petite agriculture vivrière dans des zones rurales, etc., fonctionne toujours beaucoup mieux qu'en Occident. Donc de ce point de vue-là, peut-être qu'il y aura un léger avantage aussi. Et puis, la dernière chose qui peut avantager la Russie, attention, on entre dans un territoire géopolitique incertain, c'est le climat. Parce que les pays du tiers-monde risquent de pâtir les premiers du changement climatique, mais la Russie, pas du tout. Les ressources en énergie, peut-être. Et les ressources. Il y a beaucoup de gaz, il y a beaucoup de pétrole, il y a énormément d'eau. C'est les plus grosses réserves d'eau. Et l'eau, ça sera complètement capital dans le monde de demain. Donc moi, je vois deux régions dans le monde qui s'en sortiront certainement mieux que d'autres. C'est les États-Unis avec le Canada. On pourra absorber le Canada, c'est un petit truc comme ça au-dessus. Mais il y a pas aussi. Oui, il y a pas de et puis, il y a la Russie de l'autre côté. Bon, il y a la Chine en bas, ils ne se font pas manger par la Chine. Et puis, ils ont aussi beaucoup de réacteurs nucléaires. Ils ont le côté technologique qui marche bien aussi. Donc, de ce point de vue-là, voilà, je pense que pour l'avenir, ça peut les avantager, c'est-à-dire donner une espèce de temps de latence plus important, éviter justement des processus trop rapides pour s'adapter. Alors qu'en Europe, il me semble vraiment essentiel, de réfléchir à tout ça et d'y réfléchir vite. Parce que si ça déboule sans qu'on y soit préparé, on ne peut pas s'adapter très rapidement à ces processus. C'est des choses très lourdes, très, très, très lentes au niveau d'une société. Et mieux vaut commencer tout. Très bien, merci pour ces explications tout à fait passionnantes et claires. On va passer aux questions du public. N'hésitez pas. Oui, monsieur. Oui, une première question. Vous avez semblé défendre pour la résilience future aux évolutions que vous avez décrites que le niveau national était le plus adapté. Est-ce que au contraire, pour les pays d'Europe orientale, c'est pas plutôt une solution européenne, des solutions européennes qu'il faudrait envisager? Et puis juste une autre question qui est complémentaire, c'est puisque vous êtes à l'Assemblée nationale, est-ce que les partis politiques ont reçu votre message? Comment se sont-ils positionnés face au texte que vous défendez? Je vais commencer par la fin. Je travaille à l'Assemblée nationale, mais mon livre n'a rien à voir avec l'Assemblée nationale. Je ne l'ai pas du tout écrit en tant que fonctionnaire de l'Assemblée nationale, et je m'exprime à titre totalement privé en tant qu'essayiste. Et je n'ai certainement à aucun moment essayé de convoyer mes idées aux députés, ni de les sonder sur la question. Donc c'est vraiment deux activités qui sont complètement indépendantes. Je le précise parce que dans le cadre de mon travail, j'ai une obligation de réserve totale, etc., de neutralité, donc je ne suis pas du tout, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Mais pour vous répondre de façon très générale, est-ce qu'il y a des partis qui sont plus ou moins conscients de ces problèmes-là ou des courants politiques? Il me semble que l'existence de ces risques
l'existence de ces perspectives partiellement négatives de la nécessité de s'y préparer, ça commence progressivement à faire partie d'une espèce de savoir commun. La plupart des mouvements politiques intègrent ça d'une manière ou d'une autre dans leur réflexion, c'est vrai, pas à la même vitesse. Vous avez souvent des partis de droite, des partis très conservateurs qui ont beaucoup de mal avec l'idée des changements climatiques. Il y a beaucoup de climato-scepticisme, par exemple, probablement aussi en partie parce qu'ils sont très attachés à notre mode de vie et que c'est psychologiquement pas très confortable d'imaginer qu'ils doivent prendre fin. Ils sont en revanche assez réceptifs à la question de la crise des ressources et souvent plus pragmatiques dans les relations internationales. Ils sont beaucoup plus, ils reçoivent très facilement l'idée de la nécessité d'aménager des alliances, de réfléchir à des aménagements qui vont permettre d'avoir accès à des ressources qui vont peut-être devenir plus rares, etc. Et puis vous avez des partis un peu paradoxaux, par exemple le parti écologiste qui réfléchit beaucoup à la question de la crise écologique, mais qui, dans le domaine des solutions, semble les sélectionner un peu en vertu du climat militant, un peu plus que de la rationalité pure. Enfin, en tout cas, c'est l'impression qu'on laisse souvent. Donc voilà, et pour répondre à votre question, oui, enfin cela dit, ça ne veut pas du tout dire qu'ils vont faire quelque chose. Et ça commence à faire partie du savoir commun, mais avoir une idée de quelque chose et agir, c'est deux choses complètement différentes. D'abord, les députés n'agissent pas beaucoup. Le rôle des députés est très réduit. Ils discutent des projets de loi qui leur sont soumis par le gouvernement. Et puis quand le projet de loi adopté ne plaît pas au gouvernement, il n'est pas retenu. Donc, à mon avis, il est très très difficile d'agir sur ces processus juste par voie législative. C'est des processus très lourds, très longs, et personnellement, aujourd'hui, je ne vois pas de stratégie à long terme qui pourrait nous libérer de l'inquiétude. C'est ça votre question. Après, pour ce que vous avez dit sur les pays d'Europe de l'Est, oui, bien sûr, les pays d'Europe de l'Est et certains pays d'Europe de l'Ouest aussi, sur certains sujets, peuvent bénéficier de l'échelon européen, des aides, des financements sur certains projets. Mais néanmoins, d'une part, l'Union européenne reste quand même un assemblage de pays dont les intérêts ne sont pas entièrement convergents. Il y a des domaines sur lesquels leurs intérêts ne coïncident pas. On peut le voir dans le domaine énergétique, par exemple, où, par exemple, dans le rapport aux hydrocarbures russes, ils y vont un peu dans un dispersé. Il y a certains pays qui souhaitent continuer à se faire alimenter par la Russie, d'autres qui refusent. Et puis, dans un monde où vous allez avoir les transports qui vont considérablement se réduire, si vous imaginez cette perspective-là, personnellement, je dirais que plus l'échelon est local, mieux c'est, pour éviter les longues chaînes logistiques d'approvisionnement notamment. Ce qui ne veut pas du tout dire qu'il faut rompre les liens avec ces pays. Mais à mon avis, il y a une partie les choses stratégiques dans la production, c'est pas mal pour chaque pays d'avoir un peu sur son sol. En tout cas, pour un pays aussi grand que la France. Moi, je n'aimerais pas que dans un monde en contraction, l'ensemble de notre production, disons pharmaceutique, vienne de Pologne. La pilule, en tout cas, sûrement pas. Le reste. Ah oui, les antibiotiques pour les enfants. L'oxycycline, tout ça. D'autres questions? Oui, madame. Bonjour. Concrètement, je voudrais savoir qu'est-ce qu'on peut avoir comme geste, qu'est-ce qu'on peut faire pour garder la place de la femme, comme maintenant, parce qu'on commence par Zalando, on commence par la pilule, bon, c'est des hormones qu'on met à comme des bulles, mais c'est un choix, comme vous dites, c'est un droit. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire sur la vie quotidienne? Parce que c'est bien à parler pour la Russie, pour la France, que le niveau de la femme est bien élevé, et les pays de l'Est, non, pas pareil, donc l'argent ne sont pas là, mais nous, concrètement, là, on est 40 personnes, qu'est-ce qu'on peut faire? Merci. Alors, juste un préambule, je n'ai pas non plus écrit ce livre comme un manuel pratique pour les militants. Oui, quand vous êtes là. Oui, quand je suis là, vous allez intervenir. Je vais répondre à vos questions. Je le précise, je ne suis pas moi-même militante, je ne suis pas encartée dans un parti et je n'ai pas du tout la prétention de dire il faut faire ça et tant de choses, etc. Suivez-moi, je montre la voie. Ce n'est pas du tout le but. J'essaye d'analyser ce qui, moi, me semble représenter les conditions de possibilité de nos droits et de dire attention, si les conditions matérielles changent, à mon avis, ces droits seront remis en question. C'est à la fin que, très modestement, je donne quelques pistes qui, moi, me semblent intéressantes parce qu'elles ne vont pas dans le sens de ce qui a déjà été dit ou ce qui se fait déjà. Parce que ce qui se fait déjà, c'est un peu ce que je
mentionné tout à l'heure, on va militer, on va identifier des points de carence de respect des droits et on va insister pour qu'ils soient mieux respectés, etc. Par la sensibilisation de l'opinion et par la voie législative. Moi, ce qui me semble le plus important, c'est d'essayer, chacun à son niveau, de faire sa part du travail. Faire sa part du travail qui concerne la préservation de ces conditions matérielles qui rendent le droit possible. Donc, de façon très prosaïque, par exemple, je prends un sujet. Si j'avais aujourd'hui 18 ans, ce que je n'ai pas, malheureusement, si j'avais 18 ans, je pense que, avec ce que je pense aujourd'hui, ce que je ne pensais pas à l'époque, parce que je me désintéressais tout à fait de toutes ces questions à l'époque, je pense que j'aurais choisi une voie davantage tournée vers la science et la technologie. Je pense que j'aurais probablement choisi la recherche médicale. Et aujourd'hui, j'aurais travaillé, par exemple, sur l'identification des nouveaux antibiotiques. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais mon livre, ça évidemment, c'est pas vraiment, mais mon livre est parti, en fait, j'ai expliqué au début le processus général de maturation de cette idée, mais concrètement, le domaine premier au départ de ce livre, c'était le domaine médical, et notamment les antibiotiques. Parce que j'ai, un peu par hasard, je suis tombée sur des recherches dans le domaine du développement de l'antibiorésistance. L'antibiorésistance, qui aujourd'hui est considérée comme le premier problème de santé par l'OMS, mais qui est très peu mis en avant et par la presse et par des politiques nationales, c'est quelque chose qui, dans quelques dizaines d'années qui viennent, risque de priver l'ensemble des antibiotiques qui existent de leur efficacité. Et les recherches sur les nouveaux antibiotiques sont très peu nombreuses. Il y a aujourd'hui 6000 médicaments d'essais cliniques contre le cancer, qui est la maladie du siècle, et 40 nouveaux antibiotiques là-dessus. 6000, 40. Et en études cliniques, ça veut dire qu'il y en a 1 sur 100 qui va peut-être marcher. Autant dire qu'il n'y a quasiment rien. Donc les antibiotiques perdent de leur efficacité. Le Covid leur a fait faire un bond aussi assez spectaculaire. Aujourd'hui, on a environ 5 millions par an au niveau mondial de morts induites directement ou indirectement par l'antibiorésistance. Et en 2050, ils auront, je ne sais pas, avant ils projetaient 10 millions, maintenant je pense qu'ils ont au moins doublé ce chiffre. Donc ce sont des choses très concrètes. 20 millions par an de morts liées à l'antibiorésistance, ça commence à devenir substantiel. Ça va élever substantiellement le nombre de petits-enfants qui ne vont pas passer le cap de leur 5e année. Le nombre d'enfants qui ne dépasse pas 5 ans, c'est autant d'enfants qu'il faut refaire. C'est horrible à dire, mais c'est ainsi. À l'échelle d'une vie, à l'échelle d'un couple, si vous perdez des enfants, si vous voulez avoir des enfants, vous tendez à en faire davantage. En tout cas, il y a une pression pour que vous en fassiez davantage. Donc, à mon avis, quand je réfléchis à l'avenir de mes filles, j'aimerais bien qu'il y ait des antibiotiques qui marchent, ou des phages, ou d'autres technologies qui sont capables d'effectuer le même travail sur les maladies infectieuses que ce que font les antibiotiques pour nous. Les antibiotiques qui sont d'ailleurs une très belle métaphore de la société de terme industrielle. Donc voilà, si j'avais 18 ans aujourd'hui, je pense que j'irais travailler sur les nouveaux antibiotiques. Ou alors j'irais travailler sur l'adaptation des systèmes agraires, qui est une autre question qui me passionne. Comment faire lorsque la Beauce ne produira plus autant à l'hectare? Et certainement ça va arriver, parce que le climat du bassin parisien va changer. Concrètement, qu'est-ce qu'on va manger dans le bassin parisien et ailleurs en France? D'où vont venir les flux? Comment assurer la souveraineté alimentaire de la France? Voilà, pour moi, les gens qui travaillent sur ce genre de questions, ils travaillent bien sûr pour l'ensemble de la société, mais indirectement, ils travaillent pour le droit des femmes. Et je trouve dommage que cette question ne soit pas davantage présente à l'esprit à la fois des jeunes filles qui choisissent leur orientation, et aussi présente dans les courants féministes qui se désintéressent un peu de ce genre de questions parce qu'elles leur semblent détachées de leur cœur de préoccupation. Alors qu'à mon avis, c'est très 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 lié. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. Pas du tout. Une autre question? Oui, monsieur au fond. Oui. Bonjour, je voudrais savoir, du coup, c'est des études sociales ont étudié le rapport au genre des familles et personnes qui ont fait le choix de la décroissance. Est-ce que dans ces familles, et notamment dans ces couples, on observe un changement de la répartition des tâches et surtout une évolution de leur regard sur les questions d'égalité des genres?
Merci pour votre question. C'est une question passionnante. Non. Non et non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'études, je pense, spécifiques. En tout cas, moi, je n'en ai pas croisé. Il y en aura peut-être, parce que c'est un thème qui, je pense, intéresse beaucoup de gens. Comment vivent les gens qui ont fait ce choix-là. Mais, à mon avis, non. À mon avis, il n'y a pas de remise en question des rôles de genre. Il n'y a pas de transformation du rapport aux tâches ménagères, etc. Pour une raison assez simple. Les relations que j'essaie de mettre en avant sont des relations de long terme. Les changements sociaux comme la pression à faire plus d'enfants, la pression à en faire moins, la transformation du rapport aux tâches manuelles, etc., ce ne sont pas des choses qui s'effectuent à l'échelle de quelques années ou même d'une décennie. Ce sont des conséquences décalées des transformations matérielles parce qu'au début, nous avons une rémanence de ce que nous pensons, de ce que nous estimons juste, bon, etc. Il me semble, je pense même qu'en cas de grand changement systémique de la société, il faudrait au moins une génération pour que les choses commencent à changer. Parce qu'au début, on a tendance à perpétuer notre comportement, même s'il est décalé par rapport à l'environnement. Mais l'autre raison pour laquelle je pense qu'il n'y a pas de changement dans ces familles, c'est parce que ces familles qui ont fait le choix de la décroissance restent malgré tout insérées dans la société globale. Ils font eux-mêmes un choix personnel pour, par exemple, consommer moins, pour vivre de façon plus écologique, pour ne pas prendre l'avion, pour ne pas polluer, etc. Néanmoins, ce sont des familles dans lesquelles, s'ils sont malades, ils iront quand même à l'hôpital. Leurs enfants, ils naissent aussi dans des structures où on peut leur porter secours. Si leur enfant a une pneumonie, ils ne vont pas le laisser dépérir. Donc, ils vont quand même le porter à l'hôpital et il recevra de l'Augmentin ou un carbaphénème. Donc globalement, ce sont des gens, et puis par ailleurs, ils bénéficient de toute une structure de sécurité sociale, de services publics qu'il faut pour tout le monde, à moins de considérer des communautés complètement recluses, du type des Amish aux États-Unis. Mais c'est vrai que j'ai pas étudié personnellement cette communauté, mais il me semble que là-dedans, oui, c'est pas exactement la même répartition du travail. Les femmes conservent un rôle plus traditionnel, ils font beaucoup plus d'enfants d'ailleurs. Donc voilà, à mon avis, pour observer les changements, il faut laisser du temps et il faut que les changements matériels soient globaux et qu'ils soient, comment dire, réellement irréversibles. Parce que par ailleurs, sinon, les gens dont vous parlez sont justement souvent des gens très progressistes. Ils ne vont pas changer leur rapport à la répartition des tâches, au contraire. Les gens qui sont les plus préoccupés par le changement climatique, par l'écologie, etc., sont souvent très féministes. Donc, ils ont au contraire une vision très enchantée de ce processus. Ils se disent que la décroissance va être une occasion d'émancipation, de nouveau partage des tâches, on va vivre beaucoup mieux. Ça sera plus féministe et pas moins féministe. À mon avis, c'est une illusion totale. C'est-à-dire que si réellement il y a une transition dans le sens négatif, ça ne sera pas une occasion d'émancipation, ça sera une occasion de beaucoup de conflits, de tensions, de privations et probablement de dégradation pour les femmes. Tout l'enjeu étant de limiter ces dégradations autant que possible. Mais il ne faut pas compter, c'est vraiment pas automatique. Voilà. Mais encore une fois, je ne les ai pas étudiés moi-même. Ce sont un peu des spéculations. Une autre question? Non? Oui? Vous évoquez l'idée de transition, on sent quand même l'idée que ça va être globalement douloureux. Est-ce qu'elle va être, entre guillemets, si douloureuse que ça? Parce que là, on évoquait la question des hydrocarbures. Effectivement, des hydrocarbures, on n'a pas en France. Donc effectivement, le fait de s'en passer devient douloureux, mais quand on évoque les matériaux de demain, pour l'instant, voilà, on dit que ça va être un enjeu massif, mais c'est parce qu'entre guillemets, on n'a pas encore commencé vraiment à les chercher. Depuis qu'on commence à les chercher, on en trouve en France. Du lithium, je crois qu'on en avait plus dans l'Allier, en Bretagne, en Alsace. Est-ce que du coup, vous pensez quand même que cette transition sera vraiment aussi douloureuse, cataclysmique que ça? Alors, on revient à la question que m'avait posée Raphaël tout à l'heure, c'est le degré de dégradation qu'on peut attendre de cette transition. Est-ce que ça sera vraiment très douloureux? Est-ce que ça sera finalement pas si mal? C'est une grande question à laquelle personne, y compris ni Jean-Marc Jancovici, ni personne d'autre, ne peut répondre. Et on a fait un entretien conjoint avec lui récemment, dans lequel on nous a plusieurs fois posé ces questions, et il répond exactement la même chose. Il dit: je suis totalement incapable de vous dire quelle sera l'ampleur de la dégradation ou des problèmes que nous allons avoir. Tout ce que je peux faire, c'est appeler votre attention sur le risque de dégradation dans tel ou tel domaine, et la nécessité de travailler dessus. C'est-à-dire exactement ce que vous dites. La nécessité de chercher ces nouveaux matériaux qui peuvent remplacer d'autres, la nécessité d'identifier les nouveaux gisements, la nécessité de créer de nouvelles routes logistiques si nous n'avons pas du tout en France pour se mettre d'accord pour en avoir quand même quand ça viendra à faire défaut.
Le problème étant quand même que les énergies fossiles, notamment les hydrocarbures, sont malgré tout au centre du système. C'est-à-dire que notamment pour les transports, on n'a pas trouvé pour l'instant, et il n'y a pas encore de recherche concluante sur une alternative. C'est-à-dire que même si on peut électrifier une grande partie du processus dans notre société, tout ce qui concerne les déplacements, la logistique de distribution, pour l'instant, on n'en est pas capable. Notamment pour l'agriculture aussi, ce qui est quand même au centre du processus de survie d'une société. Donc, pour l'instant, en l'état actuel des connaissances, il semble difficile de prévoir une transition qui ne sera pas douloureuse du tout. Mais après, il y a une multitude de scénarios. Entre le scénario complètement optimiste, techno-optimiste, on va trouver forcément des solutions technologiques, il suffit d'y réfléchir. On n'en a pas encore, mais dès qu'on s'y met, on va en trouver. Ça, c'est vraiment le degré très haut d'optimisme. Et puis, le pessimisme au total, on va rien trouver du tout, c'est verrouillé, tout va s'effondrer, ça sera réduction jusqu'à 1 milliard de la population mondiale, etc. Ça sera Mad Max, Fury Road, etc. Et ben, entre ces deux extrêmes, il y a toute une palette de scénarios. J'avais débattu avec Antoine Bueno, qui a écrit un livre sur la dictature verte, un petit dictature verte. Et il m'a dit, dans ton livre, tu ne parles que du scénario moyen. Pourquoi tu ne parles pas des deux autres scénarios? Et je lui ai répondu parce que, d'abord, le scénario complètement optimiste semble relativement peu probable, parce qu'il demande quand même un alignement très favorable de planètes. Ça peut arriver, mais c'est quand même pas le plus probable. Et le scénario extrême, de même. Enfin, c'est pas non plus ce qui a le plus de chances d'arriver. En revanche, le scénario moyen, non seulement c'est un quelconque degré entre les deux qui est probable, mais en plus, c'est le seul qui puisse nous mobiliser réellement pour l'action. Parce que si rien ne change et que les scientifiques finiront bien par trouver, bon, dans ce cas-là, effectivement, tant mieux. Ça sera des mises en garde qui resteront sans lendemain. Bon, au pire, ça poussera quelques filles à devenir ingénieurs, c'est pas plus mal. En revanche, si on doit s'attendre à un effondrement total, ben là, si je peux me permettre, peu nous chaud. Enfin, je veux dire, là, vous devenez ingénieur, c'est pareil. Enfin, si on reste à 1 milliard et qu'on se bat tous en bionique, ça sera tout à fait inutile. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas non plus très utile de réfléchir. Donc, ce sont des projections très modestes. Je ne dis pas du tout que ça sera forcément très douloureux, mais comme il semble très peu probable que ça ne le soit pas du tout, il est surtout tout à fait essentiel de réfléchir à ceux dont vous parlez. C'est-à-dire que les gens qui travaillent dans ces domaines, ils travaillent les bons points. C'est ça les articulations qu'il faut explorer. Et si les planètes s'alignent bien et que la recherche marche bien et qu'on arrive à bien remplacer les matériaux, les processus, l'aménagement du territoire, etc., pour que ça se passe le moins douloureusement possible, et bah ça sera réussi. Et j'espère que les femmes joueront aussi un rôle dans ce processus. En tout cas, les féministes. Voilà, ce sera une dernière. Dernière question sur un sujet un peu différent. Quel rôle vous donnez à l'éducation? Vous parlez des études des jeunes filles et des orientations. Alors moi, quand je parle de l'éducation comme piste de travail, je parle vraiment de l'éducation en termes de filière. Quelle voie professionnelle on va choisir. Entre les humanités, en gros, qui sont les domaines de prédilection des filles d'aujourd'hui dans le pays, et les STEM, sciences, technologies, ingénierie, etc., qui sont tout à fait délaissés dans nos pays. Ce qui est, à mes yeux, c'est un problème. Après, on peut parler de l'éducation au sens large. En général, on associe l'éducation justement au niveau d'émancipation des femmes et à la baisse de la fécondité. On dit que c'est l'éducation qui fait que les femmes, à la fois, font moins d'enfants et sont plus actives professionnellement. Tout à fait. Sauf que l'éducation elle-même est aussi un produit dérivé du progrès technique et de la prospérité économique. Parce que dans les sociétés pré-industrielles, l'éducation de masse n'existait pas. Et elle n'existait pas uniquement pour les filles, elle n'existait pas pour les garçons non plus. Parce que pour pouvoir dédier, combien ils sont, 800 000 fonctionnaires à l'enseignement public, peut-être plus. Oui, il faut pouvoir les nourrir avec quelque chose. Il ne faut pas qu'ils soient au champ en train de pêcher la terre, on est d'accord? Pour avoir tous ces enfants qui étudient plutôt que d'aider leurs parents au champ ou à l'usine, il faut avoir une productivité du travail qui les permet, c'est-à-dire les nourrir gratuitement jusqu'à 18 ans pour qu'ils étudient. Du coup, c'est vraiment très lié. Donc je suis d'accord, évidemment. Après, le rôle de l'éducation, ça amplifie complètement cet effet et ça permet concrètement aux filles d'avoir des compétences qui leur permettent d'entrer sur le marché du travail. Mais il ne faut pas penser que l'éducation est première. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas exister sans elle-même un ensemble de conditions
On s'arrêtera cette fois. Merci à toutes et à tous. Et surtout, merci à l'Institut pour cette conférence. Vous pouvez entrer son livre auprès de notre libraire Sylvain Montier, qui est au fond de la salle et vous salue. Merci à toutes et à tous. Merci.